Bonjour à tous. On est jeudi, le 16 avril 2026. Je règle juste quelques petites choses. Alex, allons-y. On commence avec notre cher ami, Alex Kreiner. Notre frère est avec nous. Alex, bienvenue à nouveau. Alex Kreiner, brother, is here with us. Alex, welcome back. Merci pour l'invitation, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et je salue tout le monde depuis la Croatie. Alex, let's start with what's going on. Alex, commençons par ce qui se passe concrètement sur le terrain. George H.W. Bush se rend dans la région, mais il ne passe pas par la mer Rouge. Ils ont choisi un autre itinéraire pour y aller. Voici le reportage diffusé sur Fox News. And here is the report on Fox News. Le groupe aéronaval du porte-avions USS George W. Bush, parti de Norfolk en Virginie, le 31 mars, a dû contourner la pointe sud de l'Afrique après les menaces des Houthis de frapper des navires en mer Rouge et de fermer le détroit de Bab el-Mandeb en solidarité avec l'Iran. Rappelez-vous, entre mars et mai de l'année dernière, le Pentagone avait mené l'opération Rough Rider, une opération de 6 semaines visant à réduire la capacité des Houthis à menacer les navires en mer Rouge. Elle a coûté plus d'$1 milliard et a suscité des inquiétudes sur l'épuisement des stocks de munitions américains. 200 millions de dollars ont été dépensés en missiles au cours des 3 premières semaines de cette opération. Les États-Unis ont perdu 7 drones MQ-9 Reaper d'une valeur de 30 millions de dollars chacun, ainsi que 2 avions FA-18 estimés à 50 millions chacun. Le CENTCOM a frappé plus de 1000 cibles avec ces armes et pourtant, les Houthis ont survécu. Aujourd'hui, ils menacent à nouveau de perturber le commerce mondial en fermant le détroit de Bab el-Mandeb, exactement comme ils le font dans le détroit d'Ormuz. Yeah. Oui, qu'est-ce qu'il en est, Alex? Parce qu'on a appris qu'il pourrait y avoir 10 000 soldats de plus envoyés dans la région. Et il y a des rumeurs selon lesquelles le NECC envisagerait une invasion terrestre. Du côté iranien, hier encore, ils ont déclaré « Allez-y, si vous voulez lancer une invasion terrestre de l'Iran, personne n'en sortira vivant. Vous ne survivrez pas à ça. » Et en plus, il y a le blocus en cours. Quelle est ta compréhension de la situation actuelle? Your understanding of the current situation. J'ai du mal à me l'expliquer, Nima, parce que franchement, ça n'a presque aucun sens. Je pense qu'à ce stade, tout le monde comprend qu'il s'agit de l'Iran, un pays immense. Il y a plus de 92 millions d'habitants, une armée de plus d'1 million d'hommes et une très longue côte, avec un relief difficile, montagneux. Alors, à quoi bon envoyer un autre porte-avions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un troisième qu'on ne peut pas faire avec les 2 premiers? Et encore, l'un d'eux est hors service. Le Gerald Ford est hors service. Une invasion terrestre? Qu'est-ce qu'on ferait avec 50 ou 60 000 soldats? Ce serait comme envoyer 50 ou 60 000 hommes pour occuper l'Europe de l'Ouest. C'est absurde. Et pour moi, la seule explication à tous ces mouvements, c'est que Donald Trump ne peut tout simplement pas admettre la défaite. Il n'arrive pas à tourner la page et à dire « on s'est trompé, arrêtons ça ». Je crois que toi et moi, on en a parlé plusieurs fois, disons avant le 28 février, quand Trump a attaqué l'Iran. L'Iran aurait dû être, logiquement, le partenaire naturel de Trump dans cette région, parce que c'est un pays très riche. C'est le 5e pays le plus riche au monde en ressources naturelles. On estime la valeur de ces ressources entre 30 et 35 000 milliards de dollars. Si on veut vraiment avoir une présence significative dans cette région, il faut s'associer avec l'Iran, pas avec Israël, qui n'est qu'un fardeau pour les États-Unis. C'est pour ça que simplement sur la base d'une évaluation rationnelle de la situation, je pensais qu'il ne ferait jamais ça. Mais non seulement Trump a déclenché cette attaque, il y reste attaché.
Et je ne vois pas de meilleure explication que celle-ci. Il ne peut pas lâcher prise, parce qu'il ne peut pas admettre la défaite. Militairement, l'Iran a clairement, sans aucun doute, la supériorité dans l'escalade dans cette région. Tout le monde le savait. Trump en avait été informé. On sait maintenant que Benjamin Netanyahu a supplié toutes les administrations, depuis celle de George W. Bush, peut-être même celle de Clinton, d'attaquer l'Iran à sa place. Personne ne l'a fait, parce que tout le monde est arrivé à la même conclusion. C'est trop risqué, c'est infaisable, les chances de succès sont bien trop faibles. Nous n'allons pas attaquer l'Iran. Trump l'a fait. Et maintenant, il ne peut plus se retirer, parce qu'il n'y a pas de sortie qui lui permette de sauver la face. Et les Iraniens ne lui en offrent pas. Alors il en rajoute. Il fait monter la tension. La rhétorique s'intensifie. Trump, lui, tu vois, maintenant, on entend sans arrêt « Ah, on a gagné, on a gagné ». Il répète les mêmes éléments de langage, encore et encore, dans la même conférence de presse, presque mot pour mot, comme s'il les avait appris par cœur. On a coulé leurs navires, on a détruit leur défense antiaérienne, ils n'ont plus d'armée de l'air, on a éliminé tous leurs dirigeants. Comme si, d'une manière ou d'une autre, c'était acceptable. Il me semble que tout ça a viré à une situation complètement folle, tu vois, où on entretient le risque de guerre juste parce qu'on ne veut pas admettre la défaite. Et on va continuer à insister jusqu'à ce que les adversaires finissent par donner quelque chose qu'on puisse présenter comme une victoire. Et là, peut-être qu'on dira « Ah, regardez, on les a écrasés, on a gagné. Voilà notre symbole de victoire, notre trophée. » Et ensuite, on pourra clore le chapitre. Sans ça, on dirait qu'ils vont simplement continuer à faire monter la tension. Mais je ne vois pas comment ils pourraient. Franchement, non. On ne peut rien faire avec 2 porte-avions. On peut faire exploser des choses, oui, mais on ne peut pas prendre le contrôle d'un pays. On ne peut pas contrôler le détroit d'Ormuz. On ne peut pas l'ouvrir face à l'opposition iranienne. On ne peut pas maîtriser les côtes, les îles, ni les terminaux pétroliers. Vous ne pouvez pas empêcher l'Iran de frapper vos cibles dans la région. Franchement, je ne comprends pas. Et je pense que la chose rationnelle à faire serait simplement de dire « D'accord, on a perdu, on se retire, et c'est la fin de l'histoire. » Mais manifestement, on n'a pas affaire à des acteurs rationnels ici. Alors, je ne sais pas où tout ça va mener, mais pour les États-Unis, ça va clairement pas dans une bonne direction. Pour l'Iran, à court terme, ce sera sans doute douloureux. Mais à plus long terme, l'Iran pourrait atteindre un tout autre niveau de sécurité nationale en éliminant la présence de son ennemi dans la région. C'est d'ailleurs pour l'Iran que ce slogan qu'ils ont inventé il y a quelques semaines, « douleur à court terme pour un gain à long terme », pourrait vraiment fonctionner. Mais pas pour les États-Unis. Pour eux, c'est douleur à court terme, pour encore plus de douleur à long terme. Oui, Alex, quand on parle du blocus du détroit d'Ormuz, ce blocus se déroule en mer d'Arabie. Est-ce que ça a du sens pour toi de bloquer le blocus? Qu'est-ce que c'est que ça? Blockade, the blockade? What is that? It doesn't make any sense at all, Ça n'a absolument aucun sens. Le golfe d'Oman est environ 2 fois plus large que le détroit d'Ormuz, donc c'est une vaste zone maritime. En temps normal, le détroit d'Ormuz voit passer entre 120 et 150 navires par jour, tous les jours. Surveiller un tel trafic serait extrêmement difficile. Parce que concrètement, que feriez-vous? Il faudrait monter à bord de chaque navire pour inspecter, vérifier les papiers, voir à qui appartient la cargaison, qui l'a payé, qui l'a expédié. Comment voulez-vous faire ça une centaine de fois par jour? Peut-être qu'aujourd'hui c'est moins, mais quand même, peut-être 30, 40, 50 navires, je ne sais pas. Avec le temps, le trafic va sans doute reprendre.
C'est impossible. Et puis vous savez, en pratique, c'est un travail énorme. Il faudrait intercepter les navires avec d'autres bâtiments, ou plus probablement avec des hélicoptères. Mais il faut quand même faire décoller ces hélicoptères, se poser sur le navire, débarquer les troupes, faire tout le reste. C'est un travail de police maritime lourd, et personne n'y croit vraiment, n'est-ce pas? J'imagine que les troupes américaines ne seraient pas vraiment enthousiastes à l'idée de faire ce boulot, tu vois? Elles traîneraient sûrement les pieds, et pas qu'un peu. Du coup, ce blocus serait forcément très perméable. Ça ne marchera tout simplement pas. Peut-être que ça fonctionnera comme un outil de communication, tu vois, du genre, on rentre à la maison et on dit au public, « Eh bien, ils ont bloqué le détroit d'Ormuz. Maintenant, regardez-nous. C'est nous qui allons le bloquer, pas eux. Nous, on le bloque. On contrôle la situation. » C'est un peu comme quand ta copine te quitte et que tu dis « Non, c'est moi qui te quitte en premier. » Juste parce que ton orgueil ne supporte pas qu'elle t'ait largué. Alors tu dis « Non, 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 c'est moi qui te quitte. » Franchement, ça me fait penser au collège. Et c'est cohérent avec les publications récentes de Trump sur les réseaux sociaux. Franchement, elles ressemblent de plus en plus à celles d'un sale gamin de lycée qui se moque de tout le monde. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à la décision de bloquer la mer d'Oman. Mais bien avant l'attaque contre l'Iran, le 28 février, ils savaient presque à coup sûr que la riposte iranienne serait la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors, comment se fait-il que, pendant 40 jours, personne n'ait eu cette idée? Ou bien, comment se fait-il que dans leurs études et leurs évaluations d'un possible affrontement avec l'Iran, quand ils ont conclu que l'Iran allait fermer le détroit d'Ormuz, il n'est pas noté quelque part « Ah, la contre-mesure géniale, c'est qu'on va fermer la mer d'Oman. » Voilà. Voilà comment on va gérer ça. Il me semble donc que c'est sans doute une décision prise dans une certaine forme de désespoir par un tout petit cercle de responsables politiques. Vous savez, peut-être Trump, Kushner, Witkoff, et ainsi de suite, et Pete Hegseth. Aucun d'entre eux, apparemment, n'ayant la profondeur nécessaire pour évaluer des choix stratégiques et leurs conséquences à long terme. Ni même les capacités opérationnelles d'ailleurs, parce que, sur le plan pratique, c'est une mission de maintien de l'ordre extrêmement lourde qu'ils viennent d'imposer à leurs troupes. Des troupes déjà épuisées, lassées, qui ne comprennent pas vraiment pourquoi elles sont là, ni quel est le sens de cette guerre. Je pense que la plupart d'entre eux croient qu'ils mènent une guerre pour Israël. Mais Israël, ce n'est pas les États-Unis. Aucun d'entre eux n'a prêté serment d'allégeance à Israël. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit autant d'incidents avec les navires américains. Parce que tu vois, au lieu de se mutiner, les soldats américains sabotent leur propre matériel et disent quelque chose comme « Oui, on aimerait bien aller faire cette guerre pour vous, mais on ne peut pas, notre navire est en panne. Du coup, il faut le remorquer jusqu'à un chantier naval pour le réparer. Et où est-ce qu'ils vont le réparer? Je ne sais pas si leur base à Diego Garcia a les installations nécessaires pour entretenir leur navire. Peut-être qu'ils doivent les ramener aux États-Unis. Je ne sais pas exactement, mais tout ça donne une impression de désespoir total. Et la seule raison pour laquelle ils font tout ça, d'après ce que je vois, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas le courage de dire « on s'est planté, on s'en va ». C'était une grosse erreur. Et maintenant, ad limited nizongs beforth. Alex, l'une des figures très importantes à Washington, dont on parle pourtant assez peu, c'est Stephen Miller. Il a énormément d'influence à Washington. Et voici ce qu'il a déclaré sur Fox News. L'embargo et toutes les autres options sont sur la table, alors que le président Trump cherche à obtenir ce résultat final, sûr et sécurisé,
pour les peuples du monde. Très bien, Stephen Miller. Yeah. When you talk about if when he Oui, was quand on parle de s'il a gagné, il a gagné, d'une solution finale sûre et stable. Mais ce qui manque, Alex, à Washington, à mon avis, c'est qu'ils ne savent pas qui est Téhéran, qui est l'Iran, qui parle au nom de Téhéran. Parce que tu te souviens, à chaque fois qu'ils en parlent, et Marco Rubio, à chaque fois qu'il parle de l'Iran, il dit « ces islamistes radicaux », ces idéologues, tout ce genre de discours. Moi, je pense que l'Iran a montré jusqu'ici qu'ils sont plus pragmatiques que radicaux et qu'ils savent ce qu'ils font. Même dans les cas où des civils ont été tués, ils n'ont pas réagi de la même manière. Ils savaient quels seraient leurs véritables objectifs et ce qui avait du sens pour eux. Et l'Iran, je pense, Alex, quand on regarde l'histoire, à chaque fois qu'ils en parlent, ils disent que ce sont des gouvernements terroristes en Iran. Mais comme notre ami Larry Johnson l'a répété plusieurs fois dans ce podcast, quand on regarde les chiffres, ça ne tient même pas. La politique en Israël, c'est l'assassinat. À chaque fois qu'ils ont un espion en Iran, ils cherchent à repérer des personnes haut placées pour les éliminer, pour les assassiner. Mais de l'autre côté, on voit que les Iraniens font exactement l'inverse. Eux, ils veulent obtenir des informations venant d'Israël. Je pense que ça montre très clairement ce qui se passe dans l'esprit de la direction iranienne. Et c'est justement ce qui manque dans les calculs de Washington. Pour moi, la première étape, ce serait de comprendre son ennemi. Il faut comprendre son ennemi, savoir qui il est, comment il évalue les choses, ce qu'il ressent, comment il réagit. Et ça, à Washington, c'est complètement absent. Personne n'en parle. Eh bien, Nima, ce que tu dis aurait du sens. Sauf que cette administration, et les Israéliens aussi, semblent guidés par l'arrogance. Ils pensent qu'ils sont tellement supérieurs aux autres qu'ils n'ont rien à apprendre de personne, qu'ils peuvent simplement avancer par la force. On le voit bien à la façon dont ils ont réagi au pape dans cette récente querelle. Leur attitude, c'est « Nous sommes les États-Unis d'Amérique. On fait ce qu'on veut, et tu ferais mieux d'être de notre côté si tu sais ce qui est bon pour toi. » Tu vois, c'est ça leur état d'esprit. Nous sommes si grands, si puissants, si invincibles, qu'on n'a pas besoin de perdre du temps à comprendre ces Iraniens ou qui que ce soit d'autre. On peut simplement les écraser. Tu vois, on peut juste les écraser, et ce serait fini. Et peut-être que pour les Iraniens, apprendre tout ça, ce serait comme s'abaisser, tu vois. Pourquoi le ferait-il? Mais je suis content, Nima, que tu aies parlé de Stephen Miller. Parce que Stephen Miller, c'est un de ces personnages de l'ombre dont on n'entend pas beaucoup parler. Pourtant, je m'attends à ce qu'il ait joué un rôle très important dans la décision des États-Unis d'entrer en guerre. Parce qu'en 2019, quand l'ambassadeur britannique, Sir Kim Darroch, a lancé une campagne de pression contre Trump pour essayer de le convaincre d'aller en guerre contre l'Iran pendant son premier mandat. Trump a refusé. Et ensuite, l'ambassadeur a été très contrarié que Trump n'ait pas lancé une campagne de bombardement contre l'Iran. Mais plus tard, dans la correspondance qui a été révélée, il disait qu'on pouvait encore pousser Trump à attaquer l'Iran, que c'était possible. Il expliquait que cela pouvait se faire en entourant Trump, en saturant son entourage de ce qu'il appelait des chuchoteurs de Trump. Et on a eu quelques noms de ces chuchoteurs, censés pousser Trump à déclencher une guerre contre l'Iran. L'un d'eux, c'était Stephen Miller. Et donc lui, il a probablement encore ce rôle. Il est sans doute toujours lié au réseau qui voulait ce résultat. Et il fait partie du problème pour l'administration américaine comme pour le peuple américain, parce que le peuple américain n'a jamais voulu ça. American people voted for Trump because
Les Américains ont voté pour Trump parce qu'il avait clairement promis qu'il n'y aurait plus de guerre, que les États-Unis n'attaqueraient pas l'Iran. Et d'une manière ou d'une autre, tout ça a été jeté par-dessus bord le 28 février de cette année. Je soupçonne que Stephen Miller a joué un rôle vraiment très important là-dedans. Et donc, les déclarations qu'il a faites récemment, et il en a dit plus que ce que vous venez de diffuser, je les ai entendues. C'est toujours le même ton. On est les gagnants. On fera ce qu'on veut. Je pense qu'il cherche aussi à défendre son propre héritage, à protéger sa place au sein du gouvernement, parce que c'est une énorme erreur, une faute colossale dont il porte la responsabilité. Et il le sait très bien. Et je crois que beaucoup de gens dans l'administration en sont conscients aussi. Oui. Alex, quand on regarde la Russie et la Chine aujourd'hui, tu as entendu, par exemple, ce que Donald Trump a dit à propos de la Chine. Il a affirmé que ce blocus, en fait, arrangeait bien Pékin, parce que nous aidons la Chine à ouvrir le détroit d'Ormuz. Or, le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé pour la Chine, depuis le début de cette guerre. Ils l'ont utilisé sans rencontrer la moindre difficulté. L'Iran est leur partenaire au Moyen-Orient. Mais concernant la Chine, est-ce que tu penses qu'ils... Enfin, j'ai l'impression que la guerre au Moyen-Orient les a placés dans une position très différente aujourd'hui. Ils ne sont même pas là, vous savez. Si on regarde simplement la séquence avant la guerre en Ukraine et après la guerre en Ukraine, avant la guerre au Moyen-Orient et maintenant, qu'est-ce que fait la Chine? On a la chef de l'opposition qui se rend à Pékin, qui rencontre Xi Jinping, la chef de l'opposition à Taïwan. Elle y est allée, vous voyez. Ce sont des changements énormes. Je pense que Taïwan est en train d'apprendre quelque chose du Moyen-Orient, des pays du Golfe, de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense que Taïwan ne veut pas finir comme l'Ukraine, parce qu'ils utilisent ces soi-disant nations alliées comme intermédiaires pour mener leur guerre à leur place. Et il semble que ce conflit soit en partie, ou peut-être même surtout, motivé par la volonté d'affaiblir la position de la Chine. Ce qui est à la fois stupide et désespéré, mais c'est bien ce qu'ils font, apparemment. C'est pour ça qu'ils bombardent la ligne ferroviaire Chine-Iran, qui fait partie de l'initiative des nouvelles routes de la soie, ou Belt and Road Initiative. Et tout ça rappelle un peu le scénario de la Première Guerre mondiale, quand les Allemands avaient construit le chemin de fer Berlin-Bagdad et que les Britanniques avaient décidé qu'il fallait tout détruire. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont même organisé le renversement de l'Empire ottoman, parce que la majeure partie de cette ligne de chemin de fer traversait des territoires ottomans au Moyen-Orient. Ils ont aussi orchestré les guerres balkaniques, les soulèvements contre l'Empire ottoman, qui était puissant, présent dans les Balkans depuis 5 siècles. Et ensuite, ils ont provoqué la Première Guerre mondiale pour détruire l'Allemagne. Ce qu'ils ont réussi à faire. Aujourd'hui, cette puissance, ce n'est plus l'Allemagne, c'est la Chine. Et la Chine construit des infrastructures alternatives pour se rendre moins vulnérable au contrôle maritime des points d'étranglement. Et vous savez, les points d'étranglement du commerce, ce sont des endroits comme Gibraltar, le Bosphore, la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz, et puis très important aussi, le détroit de Malacca. Parce que selon moi, la majorité du commerce chinois avec l'Asie occidentale et l'Europe passe par le détroit de Malacca, à hauteur de, disons, 80 à 90%, voire plus. Donc, parmi ces points d'étranglement, Ormuz et Bab el-Mandeb sont essentiels, mais le plus stratégique, c'est bien le détroit de Malacca. Et puis on a vu tout récemment, le 16 avril, il y a 3 jours, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, se rendre en Indonésie pour signer un accord de coopération militaire avec la Malaisie.
agreement Malaysia, and it seems it's not. Et il semble, ce n'est pas complètement clair d'après les communiqués qu'on a vus, mais il semble que l'idée, c'est que les États-Unis puissent prendre le contrôle du détroit de Malacca. Comme ça, ils peuvent encore dire « Oui, on va garder le détroit ouvert pour vous, mais ce sera à nos conditions. » En gros, c'est nous qui décidons. Vous devrez vous plier à nos règles et à nos termes. Et donc, avec les frappes qu'on voit contre l'Iran, la tentative de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, puis du détroit de Malacca, on a vraiment l'impression que du moins en partie, la grande stratégie vise la Chine. L'autre volet, c'est le soutien à Israël pour qu'il ait cette grande tête de pont vers l'Asie occidentale. Je pense que l'idée de Trump à l'époque, c'était d'aller voir la Chine en position de force, d'avoir des cartes vraiment solides à jouer face à Xi Jinping. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et je crois que cet accord signé il y a 3 jours, l'accord de coopération militaire avec la Malaisie, c'était une tentative d'obtenir de nouvelles cartes à jouer contre la Chine. Mais aujourd'hui, le monde entier voit ce qui arrive aux amis et aux alliés de l'Amérique. Tout le monde se souvient de cette phrase d'Henry Kissinger, « Il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis, mais c'est mortel d'en être un ami. » Et c'est littéralement vrai. Regardez ce qui est arrivé à l'Ukraine. Le pays est pratiquement détruit. Plus d'1 million d'hommes ont été sacrifiés dans leur guerre par procuration contre la Russie. Regardez ce qui se passe avec les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et peut-être même l'Arabie saoudite. Ils finissent tous sacrifiés, comme des pions dans ce jeu. Et qui sait, peut-être que les tentatives de Pete Hegseth pour rallier la Malaisie à leur camp ne vont pas aboutir. Mais les gens à Taïwan voient bien ce qui se passe. Ils comprennent. Et je me dis, est-ce qu'on veut vraiment finir comme Bahreïn, comme l'Ukraine, comme tous ces pays complètement ruinés et brisés, à se battre dans la guerre impériale de quelqu'un d'autre? Alors, beaucoup de gens se rendent sans doute compte maintenant qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, bien sûr, le chef de l'opposition se rend à Pékin pour dire « Nous voulons une réintégration pacifique avec la Chine ». Je me souviens de certaines élections locales qui ont eu lieu à Taïwan. Et il s'est avéré qu'une large majorité des électeurs ont voté pour les partis favorables à des relations amicales avec la Chine. Donc je pense que c'est déjà, probablement, le point de vue dominant à Taïwan. Et je crois qu'à mesure que l'administration Trump montre son incompétence, son manque d'assurance et le danger que représente sa politique désespérée, de plus en plus de pays vont comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à servir de pion à l'Empire dans ce jeu extrêmement dangereux. CNN a rapporté, Alex, que ce reportage montre la situation militaire actuelle des pays européens. Il montre que leur décision de ne pas rejoindre les États-Unis dans le détroit d'Ormuz pour affronter l'Iran n'est pas simplement une décision politique. C'est aussi parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assez puissants militairement pour suivre ce plan. Il a dit que leurs armées sont affaiblies. Ils parlent eux-mêmes de leurs armées affaiblies. Et pour eux, ce n'est pas une solution. Quelle est selon vous la position des pays européens et la façon dont ils parlent du Moyen-Orient et du détroit d'Ormuz? Parce que Donald Trump, c'est évident, a tout fait pour les convaincre. Il a mis beaucoup de pression sur les pays européens pour les forcer à s'engager dans ce combat. Et ce que je trouve incroyable, c'est que Benjamin Netanyahou veut que les troupes américaines se battent pour lui. Et ensuite, Donald Trump a peur de déployer un porte-avions dans la zone à portée de l'armée iranienne. Il dit aux Européens, « C'est à vous d'y aller, et nous, on vous soutiendra. » Oui. C'est presque drôle. Oui, presque drôle. Ce le serait vraiment
si ce n'était pas aussi terriblement dangereux et mortel. Mais bon, Donald Trump a à peu près tout dit sur tout. On peut donc choisir ce qu'on veut croire, mais rien de tout ça n'a l'air bon. Rien ne donne l'impression qu'il maîtrise la situation ou qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Et concernant les alliés européens des États-Unis, la réalité, c'est qu'ils sont très faibles. Ils dépendent complètement des États-Unis. Ils n'ont pas la capacité logistique d'envoyer des forces importantes au Moyen-Orient et d'y rester, vous voyez, comme une puissance crédible, capable de surveiller Bab el-Mandeb ou le détroit d'Ormuz. Bab el-Mandeb or policing Strait of Hormuz. They did join the operation. Ils ont bien rejoint l'opération Prosperity Guardian, lancée en en décembre 2023, pour essayer d'empêcher les Ansar Allah de bloquer le trafic maritime en mer Rouge. Et ils ont complètement échoué. Vraiment, complètement échoué. Les navires italiens et français se sont retirés, choqués que les Yéménites leur tirent dessus. Quand ils se sont retrouvés sous le feu, ils étaient stupéfaits. Ils se sont dit « Attendez une minute, c'est pas juste. On a le droit de bombarder les autres, mais personne n'a le droit de nous tirer dessus. » Et au final, ils se sont dit « Bon, eh bien, on arrête là, au revoir, on s'en va. » Et puis, vous savez, l'opération Rough Rider, ils n'y ont même pas participé. C'était le 15 mars 2025, quand Trump est arrivé au pouvoir. Et là, il a dit, bon, maintenant on va bombarder les Yéménites comme personne ne l'a jamais fait. Et puis, quelques semaines plus tard, il a dû dire, d'accord, faisons un accord, parce qu'il n'a pas réussi à les vaincre. Alors, qu'est-ce que les Européens feraient avec leurs, disons, moyens navals dérisoires dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique ou la mer d'Oman? Ils se feraient probablement battre et couler. Donc, ils ne pensent même pas à y participer. Il faut aussi tenir compte du fait que leur priorité, maintenant, c'est la guerre contre la Russie. Et pour la direction de l'Union européenne, ainsi que pour des pays comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, c'est leur projet prioritaire. Tu sais, ils vont tout faire pour lancer la guerre contre la Russie, pour de bon. Et rappelle-toi, leur échéance, la date prévue, c'est 2028, 2029. D'ici là, ils espèrent être prêts pour une guerre totale contre la Russie. Et il semble qu'ils soient vraiment déterminés à le faire. Alors, aller aider Trump en Asie occidentale les affaiblirait sans doute. Et puis tu vois, l'Ukraine, c'est une guerre plus prioritaire pour eux, parce que tout ça fait partie de cette stratégie géopolitique inspirée de Mackinder, dont l'objectif est le contrôle du continent eurasiatique. L'idée, c'est que celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le cœur du continent. Celui qui contrôle ce cœur contrôle l'île mondiale, c'est-à-dire la masse eurasiatique. Et celui qui contrôle l'île mondiale contrôle le monde. La priorité absolue, c'est l'Europe de l'Est, autrement dit l'Ukraine. Gagner la guerre en Europe de l'Est par procuration à travers l'Ukraine, c'est l'objectif numéro 1. Ils étaient prêts à mener cette guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Et aujourd'hui, on arrive presque au point où il n'y a plus de dernier Ukrainien à envoyer. Ça veut dire qu'ils vont essayer de mobiliser les Polonais, les Bulgares, les Roumains, les Moldaves, les Allemands, les Français, les Britanniques. Tout le monde. C'est une véritable obsession européenne. Et je pense que c'est aussi, en grande partie, la raison pour laquelle ils ne veulent pas se bercer d'illusions en Asie occidentale. Ils préfèrent laisser ça aux États-Unis. Et même si les États-Unis perdent cette guerre, comme c'est déjà arrivé, peu importe. Pour eux, ce qui compte, c'est l'Europe de l'Est. Il y a un acteur très intéressant en Europe, c'est l'Espagne. Elle a rouvert son ambassade à Téhéran, elle se rend en Chine, elle redéfinit sa relation ou son partenariat avec la Chine, malgré une énorme pression de l'administration Trump. Et on les a menacés de tout,
vous savez, de couper le commerce, de tout bloquer, de mettre la pression, des sanctions. Mais ça ne le dérange pas, enfin si ça le préoccupe. Mais il estime que l'avenir de l'Espagne passe par là. Comment voyez-vous le comportement de l'Espagne en ce moment? Et est-ce que ça annonce une nouvelle orientation de la part des pays européens? Ou bien est-ce qu'on est simplement un peu trop optimiste en pensant ça? You're somehow optimistic if we feel that way. I sincerely don't know, Nima, because Pedro Franchement, Sanchez je ne sais pas, Nima. Parce que Pedro Sanchez, pour moi, c'est un personnage assez trouble. Il tient le bon discours sur l'Iran. Il dit aussi les bonnes choses à propos de la guerre de la Palestine contre Gaza et tout ça. Donc je lui reconnaîtrais volontiers ce mérite, si ce n'était pas pour l'engagement total de son gouvernement envers l'agenda 2030 des Nations Unies. Le fait qu'ils laissent entrer des immigrés dans leur pays de manière totalement incontrôlée et qu'ils mettent en place un programme de censure et de répression contre leur propre population. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser de l'Espagne, ni du gouvernement de Pedro Sanchez. J'aimerais être prudemment optimiste, mais je me méfie un peu de lui. Et puis, il y a un autre élément en Hongrie que je trouve vraiment intéressant. Parce qu'on a vu Péter Magyar remplacer Viktor Orbán. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que la politique de Péter Magyar est presque exactement la même que celle de Viktor Orbán. Alors je me demande, est-ce que les Hongrois ont réussi d'une certaine manière à tromper l'Union européenne en lui faisant soutenir un candidat qu'elle pensait être son propre cheval de Troie en Hongrie, mais qui, en réalité, aurait peut-être été mis en place par le parti de Viktor Orbán pour faire semblant d'être dans l'opposition, alors qu'il ne l'est pas. Il est encore trop tôt pour avoir des réponses à ces questions. Mais disons que, pour l'instant, je serais un peu plus optimiste à propos de Péter Magyar que de Pedro Sanchez. Mais je peux me tromper. Qui sait? On verra bien. Vous savez, la guerre au Moyen-Orient représentait une vraie opportunité pour l'Inde. Beaucoup pensaient que l'Inde pourrait être ce pays capable de rassembler toutes les parties autour de la table. Mais comme on le voit, ce n'est pas l'Inde, c'est le Pakistan qui joue ce rôle en ce moment. Le Pakistan rapproche l'Iran et les États-Unis pour qu'ils puissent discuter. Hier, on a vu Munir se rendre en Iran et il sera bientôt à Washington pour transmettre un message à l'administration américaine. Alors je me demande, comment voyez-vous le rôle du Pakistan jusqu'à présent comparé à ce qu'a fait l'Inde? L'Inde, vous savez, elle a un poids énorme au sein des BRICS. Et beaucoup pensaient qu'elle jouerait ce rôle clé. Mais on voit bien que l'Inde s'efface, qu'elle se retire de la scène, de l'équation. Elle ne commente rien. Elle est juste là, sans rien dire, sans prendre position. Mais est-ce que cette attitude va vraiment lui être bénéfique? Est-ce que ce sera un atout pour l'Inde sur le long terme? Je pense que l'Inde a nui à sa propre réputation diplomatique et à son prestige à cause de cette guerre. Vous savez, à la veille du conflit, Narendra Modi se rend en Israël et il étreint Benjamin Netanyahou, ce maniaque génocidaire, comme s'il était son grand ami. Il y a cette étrange loyauté de l'Inde envers Israël que je ne comprends pas vraiment, sauf peut-être à cause de leur obsession anti-islam. Ils ont aussi une sorte de syndrome d'obsession envers le Pakistan. Et ils semblent extrêmement jaloux du prestige que le Pakistan a aujourd'hui dans le monde et de la crédibilité qu'il a gagnée en travaillant dur pour négocier un cessez-le-feu, pour rapprocher les deux camps belligérants. Même si, vous savez, la position de l'Iran était très dure et qu'il ne voulait absolument pas parler aux Américains. Le Pakistan a servi d'intermédiaire avec l'aide de la Chine et d'autres acteurs. Mais c'est lui qui les a fait venir, qui les a accueillis, qui a organisé la rencontre. Il a assuré la sécurité de la délégation iranienne pour qu'elle puisse venir. Et vous savez,
pour éviter que les Américains ou les Israéliens ne les éliminent pendant les négociations. Du coup, le Pakistan donne une très bonne image. Il paraît crédible, il apparaît comme un acteur constructif, animé de bonne volonté sur la scène internationale, même si en réalité, le pays reste lui-même une sorte de dictature répressive. Et beaucoup de Pakistanais vivent dans la peur de leur gouvernement. Mais malgré tout, ils ont joué un rôle très positif pour le monde, pour l'avenir de la paix dans le monde. En revanche, les Indiens ont eu un rôle vraiment déplorable. Ils ont poignardé l'Iran dans le dos. Il semble que le naufrage de la frégate iranienne, après ses exercices militaires en Inde, ait été délibéré, ou du moins réalisé, avec l'accord tacite des Indiens, qui ensuite n'ont pas porté secours aux marins iraniens. Ça a vraiment un goût de trahison. L'accolade de Narendra Modi à Benjamin Netanyahu avait l'air terrible, vraiment terrible. Pas seulement le geste en lui-même, mais aussi le moment où il l'a fait. Not only the thing itself, even the timing of it. No condemnation of Israel, no condemnation. Aucune condamnation d'Israël, aucune condamnation du génocide. Et puis à chaque fois qu'on parle du rôle du Pakistan là-dedans, ils essayent de le rabaisser. Ils font comme si, non, le Pakistan ne méritait aucun crédit. Franchement, je pense qu'ils ont abîmé leur image dans le monde. Et même au sein des BRICS, je crois qu'ils ont perdu en influence. Pendant ce temps, l'Iran a pris de l'importance. Les BRICS, ça pourrait maintenant être le Brésil, la Russie, l'Iran et la Chine. À mon avis, ils se sont mis tout seuls en fin de file. Oui, Alex, quand on parle des politiques de sanctions contre d'autres pays, Scott Bessent a dit hier que les sanctions allaient revenir sur l'Iran et la Russie dans quelques jours. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Est-ce que ça va être un jeu à somme nulle? Parce que tout le concept des sanctions repose là-dessus. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est pour ça qu'on vous sanctionne. Mais ils savent bien que le pouvoir des sanctions diminue avec le temps. Ils voient que les choses changent. Ce rythme de transformation, c'est une nouvelle forme d'alternative dans tout le calcul, à mon avis. Pourtant, ils insistent. Ils ne comprennent pas la nouvelle situation. Scott Bessent s'entête avec les sanctions. En quoi ça va aider l'économie mondiale? Ce n'est pas le cas. Sanctionner un autre pays, ça n'aide pas. En ce moment, la Russie et l'Iran jouent un rôle très important dans l'ensemble du calcul, mais ils ont choisi d'aller dans cette direction. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que les États-Unis utilisent cette arme des sanctions depuis tellement longtemps que c'est devenu en quelque sorte un marteau qui cherche des clous à frapper. C'est l'un de leurs principaux outils, et du coup, ça devient presque un réflexe automatique. Si vous ne faites pas ce qu'on dit, on va vous sanctionner. C'est la punition. Au départ, il y avait certaines attentes vis-à-vis des sanctions, je ne me souviens plus exactement lesquelles, mais aux États-Unis, on pensait que si on imposait des sanctions à un pays, alors presque automatiquement, les marchés boursiers de ce pays allaient chuter et qu'ils perdraient plusieurs points de PIB. Ils avaient donc des prévisions assez précises sur les effets des sanctions sur les pays visés. Ils savaient que cela exercerait une pression énorme sur les gouvernements et que cela pourrait même conduire à leur chute si la population devenait très mécontente. C'est ainsi qu'un consensus s'est formé sur l'efficacité des sanctions contre les pays ciblés. Mais si vous sanctionnez la Serbie, l'Irak ou, je ne sais pas, le Costa Rica, disons des économies relativement petites, cela cause de gros dégâts à ces pays, mais très peu aux États-Unis. En revanche, si vous finissez par sanctionner 20 ou 30% du PIB mondial, eh bien, c'est aussi une part du commerce mondial dont vous vous excluez vous-même. Autrement dit, plus on utilise l'arme des sanctions, plus on finit par se sanctionner et s'isoler soi-même. The more you end up sanctioning and isolating yourself.
And so if you've come to the point of Alors si on en arrive à dire, on va sanctionner tous ceux qui font des affaires avec l'Iran, on va sanctionner tous ceux qui font des affaires avec l'Inde, avec la Chine, on va sanctionner tous ceux qui font des affaires avec la Russie, eh bien à la fin, on finit par repousser tout le monde. Et donc, non seulement on se sanctionne et on s'isole soi-même, mais en plus on donne aux autres une très forte incitation à créer des systèmes d'échange alternatifs. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le rôle du dollar américain comme monnaie dominante du commerce mondial s'effondrer. Le rôle du dollar américain comme monnaie de réserve est lui aussi en train de s'effondrer. Et on voit que l'usage des monnaies locales entre les pays, par exemple quand ils font du commerce bilatéral, devient de plus en plus courant. Donc je sais pas, le Brésil va commercer avec la Chine en yuan et en réal brésilien. Ce qui veut dire qu'aucun dollar ne passe par la Réserve fédérale à New York. Et donc, aucun argent n'est recyclé. Parce que vous savez, les comptes détenus par des pays comme la Chine, le Brésil, l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres encore finissaient par être recyclés dans les bons du Trésor américain. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on fait de ces soldes-là? On se retrouve peut-être avec quelques centaines de milliards qui dorment à la Réserve fédérale. Bon, vous allez acheter des bons du Trésor américain pour générer 2, 3, peut-être 4% de revenus d'intérêt, n'est-ce pas? Mais le résultat, c'est qu'en réalité, vous financez le gouvernement américain. Toute votre richesse, bloquée sur les comptes de la Réserve fédérale, finit par être recyclée dans le Trésor américain. Donc, au fond, vous financez le gouvernement américain. Eh bien, les pays qui sont sanctionnés et exclus de ce système ne détiennent pas de réserves en dollars à la Réserve fédérale et ne financent donc pas les bons du Trésor, ni le gouvernement américain. Cette arme finit donc par se retourner contre vous. Et plus on l'utilise, plus elle se retourne contre nous. Sauf que, vous savez, une évaluation rationnelle, du genre « peut-être qu'on devrait arrêter de faire ça », eh bien, elle n'existe pas. Parce qu'à la place, on a une sorte de pensée de groupe qui s'est accrochée à cette idée. On peut forcer tout le monde à se soumettre en utilisant les sanctions. Cette logique est devenue tellement enracinée que plus personne ne la remet en question. C'est presque devenu un réflexe. Ah, vous allez fournir des armes à l'Iran? Boum, on vous sanctionne. Et on envoie des lettres aux banques chinoises. Pendant ce temps, le reste du monde se dit peut-être qu'il est temps de s'éloigner de tout ça. Voyons un peu. Commercer avec les Chinois en yuan chinois, avec les Russes en rouble russe, avec les Brésiliens en réal brésilien, et laisser cet hégémon fou se débrouiller tout seul. Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. À un moment donné, l'effet de tout ça devient presque prévisible. Si plus aucun investisseur étranger n'achète votre dette, la seule façon de vendre vos obligations, c'est que votre banque centrale imprime la monnaie. C'est ce qu'on appelle monétiser la dette, et ça conduit inévitablement à de l'inflation. Et donc on va voir les taux d'inflation augmenter aux États-Unis. Rising rates of inflation in the United States, and we're going to see. Et on va assister à un effondrement du dollar américain. Pas du jour au lendemain. C'est un processus qui s'étale sur plusieurs années, mais c'est inévitable. Et plus ils sanctionnent leurs partenaires commerciaux, plus ça arrivera vite. En fait, ils accélèrent le processus. Et puis juste une dernière chose à dire. Je pense que c'est une certitude, mais il faut aussi tenir compte du fait que d'autres pays, comme le Japon, les pays de l'Union européenne, ou encore la Grande-Bretagne, sont dans une situation encore pire. Et à mon avis, la Grande-Bretagne est probablement le maillon faible, celui qui s'effondrera en premier. Alex, avant de conclure, il y a une autre dimension à ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est cette tentative désespérée de la part des sionistes
Ils veulent transformer la guerre en une guerre idéologique, une guerre entre musulmans et chrétiens. Ils font tout dans ce sens pour appuyer cette idée. Et il semble qu'ils aient réussi à influencer Donald Trump. Ils l'ont trompé, ou bien ils l'ont convaincu d'adopter ce type de vision. Voici ce que Tucker Carlson a rapporté. Here is what Tucker Carlson reported. Alex. That same tweet or truth, he used the F Ce même message, ou truth, il a utilisé le mot en F le jour de Pâques, et ensuite il a semblé se moquer de l'islam. Il a dit « Loué soit Allah ». En une seule déclaration d'environ 110 mots, il a donc semblé faire un doigt d'honneur aux deux plus grandes religions du monde, le christianisme et l'islam. Et puis, exactement une semaine plus tard, encore un dimanche, le jour saint des chrétiens, il s'en est pris au pape, le chef de la plus grande religion du monde et de la plus grande confession chrétienne. Il l'a attaqué personnellement en disant en gros « S'il est pape, c'est grâce à moi. Il est mauvais. Le pape est mauvais. » Et plus tard dans la journée, peut-être le plus étonnant, le plus déroutant de tout, il a publié ce mème. Regardez ça. Il y en a deux à l'écran. Celui de droite, c'est celui qu'il a envoyé. On y voit Donald Trump, président des États-Unis, habillé en Jésus, en train de guérir un homme. Donald Trump, president of the United States, dressed as Jesus, healing a man. You can see the healing power coming off of. On peut voir une sorte de pouvoir de guérison émaner de sa main droite. Alors, l'image à gauche de votre écran, c'est l'image originale, celle qui circulait sur Internet. On ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais elle est là depuis un bon moment. Celle de droite, c'est celle que le président a publiée, ou plutôt que le service de communication de la Maison-Blanche ou peu importe qui s'en charge a envoyée, et vous remarquerez qu'elle a été modifiée. Le soldat américain, au-dessus de la tête du président, qui représentait à l'origine la tête de Jésus, a été transformé. Si vous regardez bien, c'est maintenant un démon, une sorte de créature ailée sortie de l'enfer. Donc on passe d'une image qui évoquait la guérison et la lumière à une image qui évoque, je ne sais pas, une scène de l'Apocalypse, la vision de Jean sur l'île de Patmos, la fin des temps. Bref, rien de bon. Ça suggère une puissance démoniaque, puisqu'il y a littéralement un démon dans l'image. Et c'est cette version-là qu'il a envoyée. Alex, moi je pense vraiment que les sionistes, eux, ils n'ont pas de religion. Ils ne sont ni juifs, ni chrétiens, ni quoi que ce soit. En gros, leur religion, c'est d'être raciste, à mon avis. Mais ils essaient de provoquer une sorte de guerre religieuse entre musulmans et chrétiens. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont réussir selon toi? Je dirais non, Nima. Je dirais non, parce que ce que tu décris, c'est un scénario qu'ils ont eux-mêmes prévu. Ils appellent ça le choc des civilisations. Et en gros, c'est censé être une sorte d'affrontement apocalyptique entre la chrétienté et l'islam. Ce serait l'un de leurs grands projets, un peu comme la pandémie de Covid-19, qui faisait partie de leurs grands projets. Tout comme la guerre contre la Russie, menée par l'intermédiaire de l'Ukraine, faisait partie de leurs grands projets. La guerre au Moyen-Orient contre l'Iran aussi, et la guerre contre la Chine à travers Taïwan en faisait également partie. Et on a vu qu'ils ont échoué dans chacun de ces grands projets. Et j'ai l'impression qu'ils échouent encore une fois avec celui-ci. Parce que ce que je remarque sur les réseaux sociaux, c'est qu'il semble y avoir une sorte d'éveil, une prise de conscience que, en réalité, la chrétienté et l'islam devraient être des religions sœurs, parce qu'elles sont très, très proches en fait. Le judaïsme aussi, dans sa forme originelle, non? Tous ceux qui se plongent vraiment dans ces questions le voient. J'ai d'ailleurs quelques amis qui sont des spécialistes très pointus des religions abrahamiques, et eux disent qu'en substance, c'est une seule et même religion, avec simplement des différences de forme. Beaucoup de gens en Occident ont été conditionnés par une islamophobie qui est complètement fausse.
On croit comprendre l'islam à travers ce que les grands médias nous répètent depuis plus de 20 ans, pratiquement depuis le début de la guerre mondiale contre le terrorisme. Et même avant ça. Vous savez, les musulmans ont toujours été présentés comme les terroristes. Puis il y a eu le 11 septembre. Ensuite, Al-Qaïda, puis Al-Nosra, et aujourd'hui, Boko Haram, qui massacre des chrétiens au Nigeria, et ainsi de suite. Mais les gens oublient ou préfèrent ignorer que toutes ces factions de l'islam ont en réalité été créées par des services de renseignement occidentaux, comme la CIA, le MI6 ou le Mossad. Et ces agences veulent clairement que les chrétiens et les musulmans se fassent la guerre entre eux. Ils veulent un conflit de type Armageddon dans le monde. On sait aussi que le gouvernement britannique est très impliqué dans l'éducation dans le monde islamique, en collaboration avec la CIA. Ils utilisent l'argent des monarchies du Golfe pour créer tout un système parallèle, des programmes scolaires avec des Corans altérés et des manuels qui enseignent une version très déformée de l'islam. Et ils ne font pas ça seulement à l'étranger, en Tchétchénie, au Daghestan, en Afghanistan ou ailleurs. Ils le font aussi en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Par exemple, à Gaza et en Cisjordanie, le gouvernement britannique avait, je crois, environ 30 000 enseignants sur sa liste de paie, et c'est lui qui fournissait les manuels utilisés pour enseigner aux enfants palestiniens. Et puis, quand les gens ont commencé à regarder ce qu'il y avait dans ces manuels scolaires, ils se sont rendus compte qu'ils étaient très radicalisants, volontairement. Ils cherchaient à radicaliser la jeunesse palestinienne, à lui faire croire qu'il est islamique, de se sacrifier dans la guerre sainte, d'utiliser la violence contre leurs oppresseurs, et ainsi de suite. Donc c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. C'est, disons, une forme déformée du judaïsme et de l'islam. Et puis, pour le christianisme aussi, si on le jugeait à travers les conseillers spirituels de Trump, comme Paula White et tous ces télévangélistes américains, on pourrait croire qu'ils sont complètement fous. On pourrait croire que le christianisme est une religion violente, terrible même, mais ce n'est pas vrai. Et je pense que dans le courant dominant, ou du moins dans une grande partie des chrétiens aujourd'hui, la conscience qu'on devrait vraiment être frères et sœurs avec nos frères musulmans et juifs est en train de grandir. Donc je crois que ce grand projet de choc des civilisations commence à s'effriter, à leur échapper. Et je pense qu'il finira par échouer. Parce que les gens vont comprendre qu'on n'a pas vraiment de bonnes raisons d'être en guerre les uns contre les autres. La paix, c'est mieux pour tout le monde. Et vous savez, les musulmans, comme les chrétiens, vénèrent Jésus-Christ. Ils ont une vision différente de lui, mais ils le considèrent comme un véritable prophète de Dieu. Les musulmans, je parle des musulmans ordinaires, pas d'Al-Qaïda ni de Boko Haram, ces assassins violents, mais des musulmans du courant principal. Eux, ils vénèrent et respectent profondément la Vierge Marie. On l'a vu en Iran, à Téhéran, il y a une station de métro qui lui est dédiée, avec une très belle représentation d'elle, pleine de respect et de dévotion. Et je pense que les chrétiens commencent à le comprendre, et ça, c'est une bonne chose. Et je crois que, de la même manière qu'en 2020, on nous promettait une nouvelle normalité, censée durer pour toujours, et que tout ça s'est finalement effondré, eh bien, ce choc des civilisations, lui aussi, finira par se défaire et échouer. Je l'espère. Merci. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Toujours un grand plaisir, Nima. Merci pour l'invitation et à la prochaine. À bientôt, Alex. Au revoir. Prenez soin de vous. Salut. Prends soin de toi.